Et pour continuer nos échanges et comprendre comment la réindustrialisation peut accompagner le développement d'un territoire, je suis toujours en compagnie de Françoise Gatel, ministre de l'Aménagement du territoire et de la décentralisation. Et Vincent Charlet nous a rejoint. Vous êtes délégué général à la Fabrique de l'Industrie. Merci beaucoup d'être Bonjour. avec nous. Je me tourne tout d'abord vers vous, Françoise Gatel. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous donner la photographie des territoires industriels de France? Quelle photographie a-t-on aujourd'hui en début 2026? Il est d'abord important de situer le niveau de l'industrialisation dans ce qu'on appelle les territoires. Les territoires, c'est 88% de la surface de la France en dehors des grandes villes. Et on a 31% de l'industrie française qui est installée dans les territoires de manière très inégale, parce que la présence de l'industrie répond soit à une histoire économique, soit à la présence de ressources. Donc on a notamment des régions où l'industrie est traditionnellement très implantée, soit elle est encore, et je vais prendre la région, on va dire, du Rhône et des Alpes, où il y a une industrie très forte, qui a sans doute été moins marquée que le Nord et l'Est par la désindustrialisation, alors que dans le Nord et l'Est, où il y a une tradition industrielle très forte qui a formé le paysage, qui a formé les gens, qui a formé la ville et la société. Nous avions des industries que je vais qualifier de classiques, entre guillemets. Ça pouvait être la mine, ça pouvait être la sidérurgie. Et puis vous avez toute la partie à l'ouest de la France qu'on ne considère pas toujours comme une région industrielle, mais je prends l'exemple de la Bretagne, qui est une région industrielle, mais c'est de l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire la présence de cette industrie qui est installée vraiment on va dire, dans ce qu'on peut appeler la campagne, est une industrie qui est liée à la production agricole, qui est extrêmement forte. Donc on a une diversité de territoires et une industrie qui peut être soit en souffrance ou qui est très innovante. Et je veux aussi parler d'une industrie qui est parfois artisanale, mais on n'en parle pas beaucoup, c'est l'industrie du luxe. Vous le savez, l'industrie du luxe est très implantée dans des territoires dits ruraux. Je pense notamment à la région autour de Vendôme, où là, vous avez des ateliers Vuitton qui réunissent plus d'une centaine d'artisans de niveau. C'est aussi du côté, enfin en Normandie, où il y a des unités de fabrique de flacons de parfums. Donc c'est très inégal. Madame la ministre a donc parlé de toutes ces zones, ces territoires d'industrie qui sont assez inégaux. Comment est-ce que ça évolue? Est-ce que ces disparités s'accentuent ou au contraire se réduisent-elles? Non, elle s'accentue au niveau mondial parce que l'industrie a tendance à se concentrer sur un nombre toujours plus réduit de territoires à mesure de leurs avantages comparatifs. Mais si on regarde uniquement le pourtour français, l'industrie se déplace plutôt. Et effectivement, les grandes terres historiques de l'industrie au nord et à l'est de la France ont perdu plus d'emplois industriels que les autres. Et un peu comme le reste de la population d'ailleurs, ces emplois industriels ont eu tendance à se retrouver dans un grand arc atlantique. Mais à ma connaissance, il n'y a pas d'augmentation des disparités entre territoires sur ce plan-là. Et quels seraient les facteurs déterminants pour parler d'attractivité d'une région, en tout cas, attractive du point de vue industriel? Alors, c'est un peu pareil, ça va dépendre du niveau d'analyse qu'on adopte. Une multinationale qui se demande où dans le monde elle va pouvoir ouvrir un nouveau site, elle fait une première approximation et regarde la fiscalité. Et qui n'est pas forcément le critère sur lequel le territoire français brille le plus. Et ensuite, à mesure qu'elle va s'approcher du terrain et avancer dans la concrétisation de son projet, alors là, d'autres paramètres vont surgir et parfois même prendre le pas sur ce premier qui était très quantitatif. Ça va être la réactivité des administrations publiques et des interlocuteurs publics au sens large que les entreprises ont trouvé en face d'elles. Évidemment, la présence de bassins d'emploi avec des populations qualifiées. Et enfin, je dirais, la recherche du bon foncier. Ce que j'appelle le bon foncier, c'est du terrain qui est évidemment disponible, mais ça, du terrain disponible, en fait, la France en regorge. Par contre, du terrain bien placé, c'est-à-dire à juste distance entre les centres-villes,
ni trop près parce que ça serait trop cher et trop encombrant, ni trop loin parce que dans ces cas-là, on perd tout avantage à la localisation, c'est là que commence le parcours du combattant. Donc vous voyez, au fur et à mesure que le projet se concrétise, les facteurs d'arbitrage se raffinent. Ça devient de plus en plus précis. J'imagine que les collectivités locales ont un vrai rôle à jouer à ce niveau-là. Comment répondre à tous ces éléments ? Absolument, parce que les collectivités travaillent sur les paramètres de choix que vous avez évoqués, qui me semblent très justes, monsieur. C'est-à-dire une entreprise, une industrie qui vient s'installer, elle a effectivement un choix qui lui permet d'être en compétition avec de la concurrence, donc il faut parfois qu'elle soit près de son marché. Ça, c'est une chose, à équidistance d'un marché qui peut être étendu sur toute l'Europe. Il faut qu'il y ait un bassin d'emploi, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des ressources de salariés, de gens formés qui correspondent au métier qu'elle peut avoir, qui est parfois un métier très technique de haute performance ou d'une main-d'œuvre extrêmement qualifiée, où il y a un savoir-faire traditionnel. Il y a des questions d'accessibilité. Je pense souvent à ça pour des industries qui ont besoin comment dire, qui ont une clientèle, des marchés qui peuvent être un peu loin, les conditions d'accès, c'est-à-dire est-ce qu'on est près d'un grand axe routier, ce qui explique que les 20 dernières années, les entreprises se sont beaucoup installées le long des autoroutes et des 4 voies parce qu'elles étaient directement connectées. Il y a aussi la question de la mobilité pour les salariés, c'est-à-dire est-ce qu'on va trouver là où on est des salariés qui vont accepter de vivre, parce que parfois le salarié il préfère habiter à la ville parce que son conjoint a une activité dans une ville, donc il y a cette proximité. Donc les collectivités, notamment les régions et toujours les intercommunalités, travaillent beaucoup sur le mode de déplacement des salariés. La voiture reste dans les territoires ruraux l'outil privilégié, mais on développe le covoiturage, on développe de l'autopartage. Il y a aussi beaucoup de développement aujourd'hui autour des liaisons douces. Et puis, il y a toute l'implantation de filières d'enseignement supérieur dans des villes moyennes. Et qu'on voit des villes moyennes qui arrivent à développer une activité industrielle et économique de manière générale très intéressante parce qu'ils ont une filière de formation unique ou spécialisée et ça crée un écosystème très vertueux. Et on voit bien que l'entreprise, elle ne vit pas dans un monde totalement isolé. Là où elle s'installe, c'est qu'il y a tous les paramètres de la réussite et ceux que vous avez évoqués très justement, monsieur. Mais quels seraient les leviers possibles, notamment pour le ministère? Vincent Charlet a parlé de fiscalité. Est-ce qu'il y a d'autres éléments qui pourraient être des leviers possibles? Oui, alors la fiscalité est un levier, mais je suis d'accord avec vous. Ça peut être un premier élément d'attractivité, mais que si vous avez des infrastructures, je pense aux autoroutes, aux routes, aux trains, au port aujourd'hui, si vous avez des infrastructures, puisque aujourd'hui on sait que les marchandises, elles sont sur les routes ou un peu sur le rail et pas encore assez. Si vous avez ces infrastructures, et ce sont les régions et les départements qui aménagent des routes, les régions qui développent l'offre de rail, les intercommunalités qui développent des zones d'activité, qui développent aussi parfois des espaces de télétravail, qui développent des services qui vont faire que le salarié, il n'a pas simplement un travail dans les territoires, mais il a une qualité de vie parce qu'on va y mettre des activités de service, il va pouvoir y faire ses courses, il va avoir accès à de la culture. Et donc les collectivités sont toutes mobilisées. Et je trouve... Depuis que je suis ministre, j'ai visité 53 départements et à chaque fois, je suis allée dans des endroits qui n'étaient pas des grandes villes. Et j'ai vu dans beaucoup de départements des choses assez remarquables, de territoires, des îlots toniques, je dirais, parce que vous avez eu dans un territoire des élus qui étaient très allants, très volontaires, et qui travaillaient sur toutes les conditions de la réussite pour accueillir des entreprises, avec les départements, avec les régions et avec les chambres de commerce, par exemple. Donc on voit bien que ce qui fait la réussite industrielle d'un territoire, au-delà des atouts naturels qu'il peut avoir, c'est
comment les élus ont une volonté d'accueillir de l'industrie. Parce que c'est pas toujours facile d'accueillir de l'industrie. C'est sûr. Et en tout cas, on a prononcé le terme emploi, qui est quand même un terme fondamental. Vous avez rédigé une étude qui expliquait bien comment est-ce que l'industrie pouvait avoir un impact sur l'emploi direct et indirect. Tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous en présenter les principales conclusions très rapidement? Alors, la première des conclusions, c'est que, contrairement peut-être à l'idée qu'on pouvait s'en faire, pendant 10 ans, l'industrie française a créé des emplois. Enfin, une grosse décennie. Pour être un peu plus juste dans les diagnostics, c'est surtout qu'elle en a moins détruit. Chaque année, l'industrie et les autres activités créent et détruisent un certain nombre d'emplois. Les créations d'emplois dans l'industrie ont un niveau assez stable, autour de 40 000 par an. Et on a eu en France et dans ses pays voisins en Europe, donc ce n'est pas un phénomène propre à la France, au sortir de la crise des subprimes, d'une certaine façon, c'est-à-dire à partir des années 2012, s'entame un mouvement d'arrêt des suppressions d'emplois dans l'industrie, ce qui bénéficie évidemment à l'emploi industriel dans son ensemble. Donc ça, c'est le premier grand constat. Et la deuxième grande observation, c'est qu'effectivement, alors même qu'elle crée des emplois directs, l'industrie n'a pas perdu et a peut-être même renforcé encore son pouvoir de création d'emplois indirects. Vous savez que quand une entreprise industrielle crée un emploi, par effet de propagation de la richesse, de la valeur ajoutée ainsi créée, ça a tendance à créer des emplois dits de proximité aux alentours, alors que le phénomène inverse n'est pas vrai. La Fabrique d'Industrie a eu une fois un coprésident qui résumait la formule en disant « Lorsque Airbus crée un emploi d'ingénieur, ça crée des emplois chez Carrefour. Si Carrefour crée des emplois de commerçants, ça ne change rien à l'emploi d'Airbus. » On comprend bien comme ça comment fonctionne ce phénomène. Eh bien, cette courroie de transmission s'est plutôt renforcée dans les dernières années par rapport à ce qu'il y avait une décennie plus tôt. Donc c'est une deuxième bonne nouvelle sur le plan de l'emploi de l'industrie et de la contribution de l'industrie à la robustesse des territoires. Toute la question maintenant est de savoir si ces deux effets vont durer et malheureusement la réponse est incertaine. C'est ça, et puis c'est vraiment, ce terme, c'est le maillage territorial qui est fondamental et là dans lequel on retrouve l'industrie au cœur. Maillage qui peut être aussi social, parce que par l'emploi, il y a aussi la formation, vous avez prononcé ce terme tout à l'heure. Est-ce que vous auriez un exemple justement de vase communicant très positif qui a eu lieu entre industrie, emploi, formation et donc réseau social qui a été créé autour? Alors, dans l'époque que nous traversons, il me paraît particulièrement important de suivre les grandes zones industrielles-portuaires, et en particulier Dunkerque et Fos, où vraiment, ce sont deux laboratoires à ciel ouvert, où il est en train de se passer des transformations extrêmement importantes, puisque à la fois un effort de réindustrialisation est porté par les acteurs publics et privés, dans une sorte de communauté de vision et de projets autour de la décarbonation, on le sait. Ces deux zones ont en plus des réserves foncières qui les rendent parfaitement aptes à accueillir ces nouveaux projets. Ça ne veut pas dire que ce soit des projets faciles. Il existe, ce sont des parcours semaine embûche, on le sait, comme tout projet économique. Mais il se passe là quelque chose d'important. Alors, évidemment, quand tous les facteurs de succès comme ça s'accumulent, bien sûr, on commence aussi à voir les revers du succès, c'est-à-dire est-ce qu'on va réussir à loger tout le monde, est-ce qu'on va réussir à attirer les salariés dont on a besoin, etc. Bon, évidemment, encore une fois, rien n'est évident. Mais je trouve que dans l'ensemble des territoires qui aujourd'hui offrent un visage rieur sur le plan de l'industrie, ces zones industrielles portuaires sont à suivre particulièrement. Françoise Gadel, quand vous parlez d'industrie auprès des collectivités, est-ce que c'est collectivités et habitants, est-ce que c'est toujours accueilli à bras ouverts? Est-ce qu'il y a un besoin de pédagogie pour l'acceptabilité? Oui, parce que je pense que dans notre pays, l'industrie n'a pas toujours eu une image extrêmement attractive. Et qu'on a vu, quand l'économie s'est tertiarisée, que l'industrie a aussi été un peu abandonnée, c'est-à-dire l'orientation des jeunes ne les conduisait pas spontanément vers des métiers de l'industrie. On a pensé que l'avenir de l'économie était dans le tertiaire. Or, moi, je partage ce que vous dites. S'il n'y a pas de production, il n'y a pas de richesse. C'est comme ça que le système devient vertueux. Et l'industrie a parfois une image
difficile encore auprès des gens parce qu'elle est synonyme de gêne, de bruit, d'odeur, de trafic de poids lourds extrêmement important. Et les gens sont aussi pour l'industrie, parfois, vous savez, selon cette formule anglaise, not in my backyard. Oui. Alors, pas près de chez moi, parce que ça va générer beaucoup de gêne et de pollution. Et je pense qu'il faut aujourd'hui qu'on contribue à donner une image positive de l'industrie. On a des exemples, vous avez cité, assez remarquables en France de capacités industrielles. Ça veut dire qu'il faut qu'on donne aux jeunes envie d'exercer des métiers, de montrer que vous avez aussi une progression sociale dans l'industrie qui peut être remarquable. Donc il faut rapprocher l'industrie de l'école. Il faut qu'on ait aussi la possibilité d'accompagner ce développement industriel par ce cadre de vie dont vous parliez. C'est-à-dire, je pense qu'on n'arrivera jamais à aller planter une industrie dans un désert, sauf, alors on va toujours trouver un exemple, mais si vous voulez que des gens y travaillent, les gens, ils ont besoin de services, d'activités pour leurs conjoints, les enfants, et un cadre de vie. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit pouvoir valoriser le cadre de vie que l'on a en dehors des grandes villes, qui vous donnent un confort, et vous n'êtes pas loin d'une grande ville, et les collectivités sont aujourd'hui désireuses, mais on a encore beaucoup de recours contre des projets industriels, parce que les gens considèrent que ce sont des nuisances, parce que je pense qu'il faut redonner une culture économique aux enfants à l'école. C'est-à-dire, ce que vous expliquez, c'est l'industrie qui crée des emplois et des emplois induits et non pas le service. Tout le monde n'a pas forcément conscience. Voilà, et bien je pense que ça, vous le savez quand vous l'avez appris. Il faut donc qu'à l'école, on explique ce que c'est qu'un écosystème et qu'on a un mode de relation qui fait qu'il y ait des lieux de rencontre et d'échange entre les chefs d'entreprise, les élus et les lycées. Moi, je crois beaucoup à ça. Il faut qu'on ait une culture industrielle qui peut être une marque très forte de vitalité économique. Et justement, cette acceptabilité depuis ces dernières années, c'est quelque chose que vous avez beaucoup regardé au sein de la Fabrique de l'Industrie. C'est vrai. Oui. Quelle conclusion vous en avez tirée? Alors en fait, on est, à l'heure où on se parle, en pleine parution de nos résultats sur le sujet. Si on a ouvert cette étude, c'est parce qu'on avait en tête, on avait cette connaissance qu'il existe localement des conflits portés par des riverains ou des associations militantes contre des projets industriels, et que certaines de ces contestations, non seulement peuvent conduire à l'abandon du projet, mais atteignent parfois des niveaux d'intensité ou de virulence qui sont préoccupants. Sur le plan quantitatif, nos observations nous amènent plutôt à une bonne nouvelle. C'est-à-dire que pendant qu'en France, sur 10-15 ans, ont été menés à bien 2000 à 3000 projets industriels, il y en a 60 qui ont fait l'objet de contestations suffisamment importantes pour être repérables dans la presse quotidienne régionale. Ça retentit tellement fort que parfois on a l'impression... Oui, voilà, ça signifie que quantitativement, il s'agit d'un phénomène de petite ampleur. Oui. L'autre observation qui est, il me semble, un paradoxe, c'est que si d'un seul coup vous incluez les énergies renouvelables, qui sont plutôt au service d'une certaine perception du progrès, si vous incluez les énergies renouvelables dans le périmètre appelé industrie, alors là, d'un seul coup, le taux de contestation bondit parce que les éoliennes et les méthaniseurs, pour faire court, sont quasiment systématiquement refusés par les populations. Donc ça, c'est sur le plan quantitatif. Ensuite, il faut comprendre quelles sont les motivations qui sont en jeu. Et en fait, dans ces pièces de théâtre, si j'ose dire, dans ces dramaturgies qui se jouent à l'échelle locale, il y a des habitants très divers, avec des motivations tout aussi diverses. Certains sont parfaitement d'accord avec ce projet industriel et disent juste, bah, le mettez pas là, mettez-le juste ici, parce que ici c'est fait pour et pas là, et là je vais pêcher. Bon. Oui. Quand d'autres vont vous dire, alors moi, ni ici, ni là-bas, ni nulle part ailleurs, je refuse l'industrie, parce que voilà, c'est une question de conviction militante. Bon. Et donc, il faut pouvoir localement
engager des discussions sur le long terme. Une des conclusions, une des façons possibles de résumer les conclusions, c'est de dire qu'il ne suffira jamais ni d'une consultation publique, ni d'une réunion en salle polyvalente pour régler le problème une fois pour toutes, pas plus d'ailleurs qu'il suffit à l'industriel de dire, vous savez quoi, je vais vous créer des emplois. Il faut pouvoir insérer ça, c'est exactement ce que vous disiez, Madame la Ministre, insérer ça dans un projet de territoire qui est conçu et débattu sur le long cours. La meilleure preuve, c'est qu'il existe des cas où les collectifs qui contestaient certains projets ou certains aspects d'un développement industriel se sont transformés en laboratoires citoyens, c'est-à-dire que se sont institutionnalisés, se sont cristallisés, pour le dire autrement, et sont capables, dans la durée, de proposer des expertises, des analyses qui contribuent à la conception d'un projet industriel de territoire partagé. Donc, encore une fois, l'action publique de long cours est, à mon avis, la meilleure des réponses. Et pour ces projets justement plutôt de l'industrie du futur, transition écologique, technologique, etc., comment est-ce que vous travaillez avec les élus, vous échangez avec eux pour les préparer peut-être à cette nouvelle industrie qui devrait arriver sur leur territoire? Je pense qu'il y a une conscience de la part des élus d'une transformation d'un univers de l'économie, ils l'ont bien compris. Ils ont aussi saisi l'opportunité que cela pouvait représenter. Donc je pense qu'on a plutôt des élus conscients et allants. Maintenant, il leur faut, comme vous l'avez dit très justement, monsieur, être sur un diagnostic partagé avec la population. Et vous voyez, on parlait tout à l'heure de l'actualité qui nous occupe au gouvernement. Quand on dit que la décentralisation est importante, moi je pense qu'on est aujourd'hui amené à prendre conscience qu'il faut que les citoyens s'expriment, c'est-à-dire que on n'arrivera pas à contrer, à empêcher des mouvements excessifs qui font que les gens utilisent parfois une cause pour parler d'autre chose, sont des opposants systématiques et qui sont au-delà de toute raison, mais qu'il faut parler avec les gens pour comprendre que ce développement durable dont on ne cesse de parler et que souvent ces associations souhaitent, il a 3 piliers. Il a un pilier économique, il y a un pilier sociétal et un pilier environnemental. Donc c'est comment on produit, quand je dis de la richesse, c'est pas que de la richesse en matière d'argent, mais comment on produit une activité qui va donner à des personnes un travail, leur permettre de s'émanciper, leur permettre d'atteindre leurs rêves, d'avoir un job très positif, de permettre à leurs enfants de vivre et de travailler. Alors, dans ma Bretagne, il y a très longtemps, les gens s'expatriaient parce qu'il n'y avait pas de travail. Et les gens disaient, on voudrait vivre au pays et travailler. Ça veut dire qu'un certain nombre d'industries nouvelles aujourd'hui peuvent s'implanter dans des territoires qui étaient parfois des territoires ruraux. Donc ça redonne une chance de pouvoir habiter dans un cadre de vie très agréable et de ne pas s'exiler à la ville. Mais il faut partager ça avec les citoyens, et c'est pourquoi je renvoie beaucoup au dialogue qu'il doit y avoir entre le monde économique et les élus, mais aussi les citoyens, y compris dès l'école. Et que l'industrie n'est pas forcément polluante, mais que aujourd'hui, si notre pays veut rester souverain, si on veut être un pays qui redevienne florissant, ça veut dire qu'il faut qu'on ait une industrie. Il faut la choisir, il faut bien la canaliser, mais l'industrie, je crois, rend des territoires, très fertiles, parce que ça produit un écosystème positif où chacun peut prendre sa place, et ça permet aussi par les taxes, parce qu'on a parlé de fiscalité, les taxes que payent les entreprises permettent au territoire aussi de réaliser des services qui servent à l'ensemble de la population. Donc c'est quelque chose de très important. Il faut avoir un regard positif. Parce que Vincent Charlet, c'est qu'on entend quand même les inquiétudes des Français quand une industrie peut arriver, mais dans quelle mesure l'industrie peut-elle aider à des développements positifs, écologiques, technologiques d'un territoire?
Alors, j'aurais presque envie de découper votre question en deux. Dans quelle mesure est-ce que l'industrie contribue à des progrès de nature écologique? Ça, c'est presque pour moi de l'ordre de l'évidence. C'est-à-dire que tous les progrès qui nous permettront de respecter les différentes limites planétaires et de réconcilier la trajectoire de développement avec l'habitabilité de la Terre viendront de l'industrie. Là-dessus, je n'ai pas beaucoup de doutes. Ensuite, vous posez la question à l'échelle du territoire. C'est évidemment plus ambigu puisque l'industrie, presque par vocation, s'adresse à une clientèle qui est possiblement dans le monde entier. Donc là, il me semble que sa principale contribution à la robustesse des territoires, c'est par le biais des compétences. C'est autrement dit, par le biais des femmes et des hommes qui y travaillent. Déjà depuis longtemps, les emplois industriels sont plus stables, plus robustes que les autres, même si on a tous gardé en tête le souvenir de licenciements industriels malheureux et parfois massifs, mais statistiquement, la probabilité de perdre son emploi à la suite d'un licenciement économique est nettement plus faible pour les salariés de l'industrie que pour les salariés d'autres activités. Ce qui veut dire que l'industrie a tendance à créer des emplois durables. Deuxièmement, elle a aussi tendance, par comparaison avec les autres activités, à offrir plus d'opportunités de formation à ses salariés. Donc, ceci multiplié par cela crée dans l'ensemble, par comparaison avec les autres activités, des emplois qui contribuent davantage à la création de valeur, mais à l'entretien durable de l'ensemble des compétences et de l'ensemble des activités dont on aura besoin. Et ma dernière question revient à vous, Madame la Ministre. Dans quelle mesure est-ce que vous travaillez à l'échelle des territoires dans leur diversification, leur spécialisation, pour qu'ils aient un impact positif à l'échelle nationale, voire européenne? Est-ce qu'il faut justement des territoires très divers, très spécifiques dans leur industrie, ou plutôt un maillage industriel plus uniformisé pour avoir un impact sur la scène internationale? Alors, à votre réponse, je dirais oui aux deux questions que vous posez. D'abord, je pense que la force de la France, c'est la diversité de ses territoires. C'est-à-dire, on a la chance d'avoir des territoires avec des capacités industrielles très différentes. On parlait notamment de ce qu'on peut faire dans les zones portuaires qui aujourd'hui sont essentielles. Donc on a cette chance de pouvoir avoir une industrie très diversifiée. Donc on est moins dépendant que quand on est mono-industrie. Et puis ensuite, moi je crois beaucoup à l'écosystème. Ça veut dire qu'une industrie isolée, seule, alors peut-être qu'elle est là parce qu'il y a une raison naturelle exceptionnelle, mais je crois beaucoup à ce que les Italiens ont beaucoup fait avec les PME, c'est ce qu'on appelle des clusters. C'est-à-dire un écosystème où vous avez une entreprise qui a aussi des partenaires, qui peut avoir des sous-traitants, c'est-à-dire cet écosystème qui fait que vous allez installer l'entreprise d'une manière durable parce qu'elle trouve là toutes les ressources dont elle a besoin et cela permet au territoire de cultiver son attractivité, de la renforcer. C'est-à-dire quand vous avez cet écosystème économique et notamment industriel qui parfois est fait, il ne s'agit pas d'avoir des multinationales, on a parfois des belles industries qui sont de taille moyenne, mais le fait d'avoir là cet écosystème, ces clusters, vous allez aussi attirer d'autres entreprises, donc vous consolidez, vous faites vraiment un ancrage dans le territoire qui est plus pérenne et qui est plus sécurisant pour l'entreprise, plus sécurisant aussi pour les élus. Ça veut dire que les élus, nos collectivités sont aussi des entrepreneurs de territoire, des aménageurs et des visionnaires. Aujourd'hui, on voit bien qu'on a une transformation de l'économie qui oblige à la fois les élus, mais les industriels à se remettre en question parce qu'on vit aussi dans un monde extrêmement concurrentiel à une échelle qui aujourd'hui, enfin, en l'occurrence, c'est une concurrence mondiale. Donc il y a de la compétition, donc il y a du positionnement. Il faut sans arrêt renouveler tout cela, d'où la nécessité de sécuriser par le biais de clusters, je pense. Merci beaucoup, Madame la Ministre Françoise Gatel. Je rappelle que vous êtes ministre de l'Aménagement du Territoire et de la Décentralisation. Vincent Charlet, délégué général à la Fabrique de l'Industrie. Et merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis. C'était Smart Industries.